Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La société civile gabonaise se prépare aux prochaines échéances électorales prévues en 2023. Une table ronde a été organisée le 23 avril. Objectif affiché, appuyer la transparence électorale et sécuriser les résultats des urnes. Quels sont les facteurs qui freinent le développement de l'industrie du livre sur le continent africain ? La question a été débattue au Cameroun par les acteurs du secteur le 23 avril à l'occasion de la journée mondiale du livre. Et nous resterons dans le monde littéraire avec l'invité de cette édition, Madame Fatimata Dialloba, auteure franco-sénégalaise qui vient nous présenter son deuxième roman tout fraîchement paru intitulé Rouge Silence. Mais tout d'abord, au Burkina Faso, c'est ce lundi que s'est tenue l'audience du procès sur les intérêts des parties civiles dans l'affaire Thomas Sankara, père de la révolution burkinabé et de ses 12 compagnons assassinés en 1987 devant le tribunal militaire de Ouagadougou. Les avocats des parties civiles exigent que l'État et les prévenus soient solidairement responsables et tenus de réparer tous les préjudices subis par les familles. En dédommagement, la famille Sankara demande un franc symbolique. Par contre, d'autres familles des victimes réclament des centaines de millions de francs comme indemnisation. Le tribunal militaire rendra sa décision le 10 mai. La junte militaire au pouvoir persiste et signe au Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé de transition a affirmé ce lundi qu'il n'entendait pas écourter la période de transition de 3 ans avant un retour des civils au pouvoir. Rappelons que ce 25 avril était la date fixée par la CEDEAO pour présenter un calendrier acceptable de la transition sous peine de sanctions économiques et financières. Ce même ultimatum avait été donné à la Guinée ainsi qu'au Mali, 2 pays actuellement dirigés par des juntes militaires après des coups d'État. Aucun d'entre eux n'a écourté la durée de leur transition. Consolidation des valeurs et principes démocratiques au Gabon. Une table ronde a été organisée le 23 avril par la société civile. Cette rencontre avait pour but d'échanger sur un projet visant à assurer la sécurisation des résultats des urnes à moins d'un an des prochaines élections prévues en 2023. Plus de détails avec Marie-Raphaël Antolo. Au Gabon, s'est tenue le 23 avril 2022 une table ronde de mobilisation des ressources pour l'exécution du projet d'appui à la démocratisation, à la transparence électorale et à la sécurisation des résultats des urnes dans le pays. Pour les acteurs de la société, ce projet devrait permettre de consolider les valeurs et principes démocratiques au Gabon et de contribuer à l'amélioration de la transparence, la prévention des conflits et la gestion apaisée des différents scrutins à venir et au respect des résultats des urnes. En effet, s'est tenu à Libreville à l'initiative de 3 ONG gabonaises, un atelier qui visait à présenter le projet à l'ensemble des acteurs de la société civile pouvant être potentiellement intéressés par la question de la démocratisation, de la transparence et de la sécurisation des votes en prévision des prochaines élections qui se tiendront au Gabon en 2023. D'après les experts du domaine électoral au Gabon, les processus électoraux de ce pays d'Afrique centrale sont très souvent caractérisés par des manifestations et actes de violence enregistrés avant, pendant et après le scrutin. Ces climats électoraux délitaires, selon eux, se marquent généralement par des menaces et d'intimidations de tout genre d'influence et affectent les résultats des urnes. Il faut savoir qu'en l'état actuel du dispositif législatif et réglementaire encadrant les élections au Gabon, la société civile est totalement exclue du processus qui tourne essentiellement autour des partis politiques de la majorité et de l'opposition. Rappelons que c'est depuis le retour du Gabon au multipartisme en 1990 que des répétitions des situations de violence pré- et post-électorales sont régulièrement observées dans le pays. Ainsi, avec cette réforme, la société civile espère pouvoir mettre fin à toutes les choses liées au système électoral qui entraînent une instabilité politique aux conséquences sociales dommageables pour les populations et la démocratie.
Au Togo, le Parlement a approuvé le 22 avril l'adhésion du pays au Commonwealth, organisation intergouvernementale composée de 54 États membres qui sont presque tous d'anciens territoires de l'Empire britannique. Le but n'étant pas de quitter la francophonie, mais plutôt de diversifier les partenariats du pays. Les explications de Joël Ballot. Le Togo s'ouvre au Commonwealth. C'est l'une des résolutions adoptées à l'unanimité par le Parlement togolais le 22 avril 2022 au cours d'une séance d'information gouvernementale. En parachevant ce processus, l'Assemblée nationale souhaite encourager le président Faure Gnassingbé à mener ce processus à terme 8 ans après son lancement en procédant déjà au dépôt formel de candidature pour le sommet du Commonwealth en juin 2022 au Rwanda. Au-delà de l'ancien héritage politique britannique, l'Assemblée nationale assure au Togo la reconnaissance internationale d'un renouveau historico-politique. Sur le plan commercial, l'adhésion garantit un vaste marché extérieur pour l'exploitation des produits nationaux togolais. Avec le Commonwealth, c'est plus de 2 milliards de consommateurs. Pour d'aucuns, ce soutien est source de polémique, étant donné que le Togo est un pays francophone et l'anglais ne faisant pas partie des langues couramment parlées. Aussi, le Parlement a tenu à le spécifier. Le Togo ne quitte pas la francophonie, il va seulement renforcer les programmes d'enseignement de l'anglais et réactiver d'autres partenariats. Depuis l'accession du président Faure Gnassingbé au pouvoir, il y a une volonté réelle d'engager une diversification des partenaires à travers une transition économique orientée vers notamment des pays de l'Est, essentiellement la Chine, la Corée du Sud et autres. Donc on peut comprendre derrière cette décision, cette volonté de diversifier ses partenaires, car l'anglais aujourd'hui constitue l'une des premières langues parlées dans le monde. Et en allant vers le Commonwealth, cela pourra attirer d'importants investissements vis-à-vis du voisin ghanéen qui resterait compétitif en matière d'attraction des investissements en tant que tel. Grâce à son modèle de développement, le Commonwealth permettra au Togo, comme au Rwanda, de diversifier ses relations diplomatiques, économiques, afin d'élargir le champ de ses rapports étatiques. Pour rappel, plusieurs pays francophones ont ou vont adhérer au Commonwealth, le Rwanda en 2009, le Togo en 2022 et bientôt le Gabon. Le Bénin est le premier pays africain à avoir obtenu la restitution par la France de ses trésors royaux pillés pendant la colonisation. Depuis le 19 février dernier, le pays organise une exposition intitulée « Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, trésors royaux et art contemporain ». Le but, valoriser le patrimoine culturel national auprès de la jeune génération. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Plus de 2 mois après l'ouverture en grande pompe de l'exposition diptyque et gratuite Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, trésors royaux et art contemporain par le président de la République Patrice Talon, le palais de la Marina à Cotonou au Bénin ne désemplit pas. L'affluence est réelle et de nombreux visiteurs s'impatientent. Parmi eux figurent des groupes scolaires qui viennent non seulement se remémorer l'histoire des Amazones et des rois du Dahomey, mais aussi découvrir les 26 trésors royaux restitués en novembre 2021 au Bénin par la France et l'art contemporain du pays. J'ai ressenti de la joie car enfin je pouvais voir les œuvres que les Européens avaient pillées au Dahomey. Et c'est émotionnel de revoir ces œuvres de retour ici, dans leur pays. Je peine encore pour les 3000 autres œuvres qui restent en France. Le volet art contemporain du Bénin est composé de plus d'une centaine d'œuvres artistiques réalisées par 34 artistes majeurs et émergents contemporains béninois. À travers plusieurs médiums, ils ont spécifiquement valorisé les cultures vaudou grâce à divers styles artistiques remarquables et esthétiques. La perspective, c'est que déjà, il y ait cette connexion qui se fasse entre le patrimoine ancien et l'art contemporain. Donc c'est pour ça que dans ces visites spéciales scolaires, on inclut bien entendu la partie art contemporain avec, on va dire, une visite plus spécifique sur un auteur, un artiste, qui sera en lien avec la partie des 26 trésors. Et autre perspective, c'est ensuite les œuvres qui vont aller à Ouidah, au musée de Ouidah. En marge de l'exposition au Palais de la Marina, la journée du jeudi réservée aux établissements scolaires permet aux apprenants de vivre un moment historique et d'inciter de nouvelles vocations.
A noter que des ateliers de pratique artistique destinés aux familles avec enfants ont lieu les week-ends jusqu'au 22 mai 2022, fin du vernissage à la présidence. Quels sont les facteurs qui empêchent l'éclosion de l'industrie du livre en Afrique? C'est l'une des questions qui était débattue au Cameroun le 23 avril à l'occasion de la Journée mondiale du livre. Notre correspondant Séverin Ndouke nous livre les conclusions de ce débat. Au menu de la célébration de la Journée mondiale du livre, la problématique de la promotion et du développement de l'industrie du livre avec en toile de fond l'impact des prix et autres distinctions sur l'émancipation de la filière sur le continent africain. Au Cameroun, les acteurs se sont réunis pour débattre des obstacles et autres facteurs qui freinent le développement du livre. Deux coupables, des habitudes, mais davantage des prix pratiqués sur le marché en comparaison avec le pouvoir d'achat de la population. L'accès au livre est difficile parce que son coût est élevé. Le deuxième frein est qu'il y a quand même un nombre insuffisant de bibliothèques publiques qui permettent donc de démocratiser l'accès à la lecture. Parce qu'il faut se dire que pour construire une économie du livre, derrière, il faut avoir, n'est-ce pas, déjà un public averti. Une industrie qui tend vers un boom exponentiel ces derniers temps, rythmée par la qualité et l'excellence, avec des auteurs de plus en plus jeunes, mais surtout des productions qui séduisent davantage le lecteur et dont la reconnaissance mondiale leur est attribuée à travers des distinctions comme le prix Goncourt des lycées 2020 décerné à Djaïli Amadou Amal pour son livre Les Impatientes. Des distinctions qui affectent toute la chaîne de production, de l'auteur au vendeur en passant par le lecteur, avec une ambition affichée, lire pour ne plus jamais se sentir faible. Ça a un impact majeur. Il n'y a qu'à voir avec le livre de Djaïli Amal, les ventes vont au-delà de 400 000. C'est dit que, imaginons que ce livre-là était vendu au Cameroun à 400 000 exemplaires, les libraires certainement devaient se retrouver avec beaucoup d'argent, les imprimeurs pareils, l'auteur qui est Djali pareil, ainsi que son éditeur. C'est dit que ça a véritablement un impact économique. Au-delà de l'impact économique, il y a l'impact idéologique, il y a l'impact même psychologique. Donc ça montre aux autres auteurs vivant sur le continent qu'effectivement c'est possible, il faut rêver, il faut faire grand. Les livres d'aujourd'hui en Afrique, mieux qu'hier, avec leur couverture brillante et leurs pages crémeuses, se veulent être un véritable vecteur de développement dans une Afrique de plus en plus curieuse et en constante remise en question. La journée mondiale qui célèbre cet outil nécessaire au progrès a été créée par l'UNESCO en 1995. Elle est franco-sénégalaise, elle a grandi à Dakar et a effectué ses études de lettres classiques en France. Elle a aujourd'hui plusieurs cordes à son arc, professeure de français et de latin au lycée français Jean Mermoz de Dakar, chroniqueuse littéraire pour la télévision sénégalaise, mais aussi auteure de 2 ouvrages d'écrits sous la peau, parus en 2018, et le tout dernier intitulé Rouge Silence. Elle, c'est Fatimata Dialloba. Bienvenue. Merci, bonjour. Alors, votre dernier ouvrage s'intitule Rouge Silence, un titre plutôt énigmatique. Qu'est-ce qui se cache derrière? Pouvez-vous nous le présenter? Oui, bonjour et bonjour à tous vos auditeurs. Alors, ce titre, effectivement, interpelle parce que la couleur rouge associée au silence n'est pas anodine. Le rouge, c'est la violence, le rouge, c'est la couleur du sang, le rouge évoque la souffrance. Le silence évoque aussi celui que vivent les femmes, celui que tout ce qu'on tait, tout ce qu'on garde dans son cœur et qui finit par vous détruire. Ce livre évoque plusieurs figures féminines qui, au fond d'elles, ne parviennent pas à libérer leurs paroles pour justement grandir. Il est la suite de Des cris sous la peau qui justement, vous voyez, après les cris, le silence. Je dirais, avant les cris, il y a aussi les silences. Après les cris, il y a le silence. Et après, peut-être les confidences, les murmures, qui sait. Alors, vous n'avez pas peur d'afficher votre combat pour le féminisme, vous le revendiquez. Est-ce que votre combat est dissocié de votre métier ou est-ce que plutôt votre métier sert à ce combat ? Mon métier sert à ce combat, il sert à émanciper les femmes, il sert à transmettre les germes de la liberté,
aux jeunes filles, aux jeunes garçons aussi à qui j'enseigne. Je conçois mon métier comme un chaînon de la liberté, un chaînon, le chaînon qui permettra à ces jeunes de ne pas reproduire ce qui leur est transmis de mal, ce qui leur permettra, eux, à leur tour, de développer quelque chose de beaucoup plus grand, de voir plus large, d'aller à l'intérieur d'eux-mêmes pour découvrir ce qu'il y a au plus profond, cette lumière intérieure. C'est ce que j'ai tendance à dire. Au fond de chacun, au fond de chaque personne, il y a un trésor qu'il faut aller découvrir. Et mes livres, ma transmission, mon métier servent à aller à la rencontre de ce trésor intérieur-là. Est-ce que le féminisme vous a déjà porté préjudice ? Le féminisme ne me porte pas du tout préjudice, en ce sens que il ne me porte pas préjudice. Comment vous expliquer cela ? Je n'ai jamais reçu directement des insultes ou quelque chose comme ça. Ah si, peut-être tout au début de ma carrière, ce qui a provoqué l'écriture de mon premier roman, Décrit sous la peau, il y a eu une histoire de viol. Une histoire même de télévision autour du viol. Il y a eu des gens qui ont discuté de manière très légère de viol et ça m'avait un peu révoltée. Et j'avais produit une tribune sur Internet et les gens avaient réagi d'une manière en disant que les femmes qui se faisaient violer étaient responsables de leur viol. Donc ça m'avait complètement choquée. Et j'ai écrit un livre pour démontrer que non, que de nombreuses personnes n'ont rien fait pour être violées et que le viol est surtout la maladie du violeur. Tout à fait. De nombreux grands prix ont été remportés par des écrivains africains en 2021. Il y a le Nobel, le Booker Prize ou encore le prix Goncourt par le Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr. Et quel regard portez-vous sur ces distinctions, d'abord en tant qu'auteur et puis ensuite en tant que professeur de français ? Alors, en tant qu'auteur, je dirais que les livres qui ont été primés sont juste incroyables. Alors, Boubacar Boris Diop, c'est une sommité, c'est un géant de la littérature sénégalaise. Et en plus de cela, il a une posture africaine qui en fait vraiment un sage. Mohamed Mbougar Sarr, qui est plus jeune, a également une écriture flamboyante. Lorsque vous lisez son livre, vous savez qu'il est au sommet de l'art, de la littérature, je dirais non pas seulement sénégalaise, non pas seulement française, mais même mondiale. Il atteint des sommets dans l'écriture. Et je pense que ces deux personnalités-là, et les autres aussi, sont de nature à propulser la littérature comme une activité majeure, la culture comme facteur de développement. La culture peut être le levier par lequel les Africains pourront enfin revendiquer leur place au monde. Vous pensez que ces distractions pourront influencer les jeunes générations ? Bien entendu, à condition qu'on ne table pas, qu'on ne mise pas uniquement sur la magie des textes. Les textes sont magiques, c'est vrai, mais il faut aller au-devant du lecteur. Les lecteurs sont là parce que ces textes sont résistants. Chaque texte littéraire est un texte qui résiste, qui stimule l'intelligence. Donc, moi, je dirais à ces écrivains-là, allez au-devant du public pour lequel vous écrivez, qu'il soit français, américain ou qu'il soit sénégalais. Venez dans nos écoles. En tant que prof de français, c'est ce que je leur dirais. Venez dans nos écoles, rencontrez les élèves, vous verrez des esprits aiguisés, vous verrez des enfants qui ont envie et qui peut-être ont envie d'être comme vous plus tard et de proposer eux aussi leur voix au monde. Donc vous avez sorti votre deuxième ouvrage, Rouge Silence. Quels sont aujourd'hui vos projets ? Alors mes projets sont littéraires, mes projets sont également d'ordre de défendre les femmes, où qu'elles soient. Nous avons commencé à initier au Sénégal une marche blanche des femmes, qui est une manifestation pour dire non à tout ce qui nous fait reculer, à tout ce qui nous bloque, aux murs qui sont là, aux silences qui sont autant de grossesses non abouties. Nous voulons désormais accoucher de nous-mêmes et devenir des femmes qui ont leur place dans le monde et qui le disent. Si vous pouviez dire
Un mot pour les jeunes filles qui vous regardent et qui peut-être rêvent d'une carrière d'auteur ou d'autrice, selon le terme. Alors, j'en ai rencontré pas mal, hein, depuis que le premier livre est sorti. Je leur dirais, mais surtout ne cessez pas de vous battre. Restez des femmes, certes, mais refusez qu'on vous impose votre vie. C'est à vous, vous avez le choix. On a toujours le choix. On a le choix de la soumission, on a également le choix de la liberté. Merci beaucoup Madame Fatimata Diallo Ba. Je rappelle que vous êtes auteur de votre premier ouvrage décrit Sous la peau et du deuxième Rouge Silence que vous êtes venu nous présenter. Merci beaucoup pour votre invitation. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.